alors Laura Varlet, hein, vous êtes cheminote au Bourget, élue de Sudrail, oui. Vous étiez bien sûr dans les rangs, dans le cortège de Sudrail. Alors on l'a dit en introduction, la mobilisation à la SNCF est plutôt en baisse, hein, 25%, c'est le taux de grévistes qui a été enregistré, contre 36,5% le 31 janvier et 46,3% le 19 janvier. Comment vous expliquez le manque la baisse en fait finalement de la mobilisation au sein de la SNCF? Bonjour et merci pour l'invitation. Et si tu peux me permettre d'ailleurs de rebondir un peu sur le reportage que je trouvais très intéressant. Je pense que ça montre bien qu'on ne peut pas se focaliser uniquement sur les chiffres, que ce soit de manifestations ou de grèves, etc., pour analyser ce qui est en train de se passer dans le pays aujourd'hui. On voit que ce retour de la lutte des classes en France est très massif, qu'il y a une bataille de l'opinion qui a été gagnée contre le gouvernement et contre cette réforme, mais contre toutes les attaques qu'on a subies ces dernières années. Je ne vais pas ressortir les chiffres de sondages, etc., que ce soit sur le rejet massif de cette réforme, sur le fait même qu'il y a une majorité de personnes interrogées qui sont pour la retraite à 60 ans. Ça, c'est quand même quelque chose de nouveau. Et même qu'il y a quand même 60% de personnes dans ce pays qui sont pour le blocage de l'économie. Ça, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire et d'important qui est en train de se passer. Et comme le démontre l'ensemble des personnes que vous avez interviewées à la manifestation, ça va très, très, très au-delà des retraites. C'est la question des salaires. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de changer dans le pays, c'est-à-dire qu'il y a une discussion sur la pénibilité, sur les conditions de travail. On voit bien que le Covid est passé par là et que les personnes elles sont touchées, qu'il y a un changement radical de notre rapport au travail, c'est-à-dire qu'on ne veut pas la phase sarkozyste, l'emblème de travailler plus pour gagner plus, il est révolu. Enfin, je veux dire, c'est vraiment quelque chose qui fait partie du passé. Et je pense que ça, c'est la première chose. Je vais revenir sur les chiffres à la SNCF, mais c'est la première chose à dire parce que je pense que la massivité, à la fois dans les mobilisations, que ce soit le 19, le 31, encore aujourd'hui, et même les chiffres de grève sont hallucinant. Enfin, je veux dire, pas que à la SNCF, les chiffres de grévistes, on a une petite tradition à la SNCF quand il y a des grèves, y compris des mobilisations nationales, à être beaucoup investis dans ces mobilisations-là au travers des chiffres de grève importants. Les taux de grève, ils restent importants quand même à la SNCF. Mais nous, ce qui nous intéresse, en tout cas chez les cheminots, ce que je peux voir aussi avec mes collègues, c'est que ce qui est en train de se passer dans le pays dépasse largement les secteurs, y compris stratégiques. On a vu énormément de secteurs du privé. Par exemple, ne serait-ce que moi-même à la SNCF, j'ai eu le 31 janvier quasiment 100% de grévistes des agents du nettoyage des gares Nord-Île-de-France à la SNCF qui étaient en grève, qui sont venus en manifestation, qui sont venus en assemblée générale. Et ça veut dire quelque chose. Il y a énormément d'autres grands secteurs comme Total, etc., où il y a des sous-traitants aussi qui sont massivement en grève. Et je pense que ce qui est en train de se passer aujourd'hui, pour en venir à la question d'origine, ce qui est en train de se passer aujourd'hui, c'est qu'on est en train d'arriver, pour moi, à la fin d'une forme de séquence qui a été celle de montrer justement cette massivité, ce rejet massif de la réforme, ce rejet massif qui a permis de mettre des millions de personnes dans la rue aussi au travers de la grève, parce que s'il n'y avait pas eu grève, en fait, les gens ils peuvent pas venir manifester parce qu'ils doivent aller travailler. Donc ça, on a montré ça. Enfin, je veux dire, il y a personne qui peut dire que cette réforme, voilà, les gens ils savent pas. Et je pense qu'aujourd'hui, ce qui est en train de se jouer, c'est de voir comment, face à un gouvernement qui est droit dans ses bottes, face à un gouvernement qui dit que c'est non négociable, face à un gouvernement qui commence à réprimer, comme on a vu le collectif Attaque que vous avez mentionné tout à l'heure, des féministes qui pour une représentation artistique devant l'Assemblée nationale, sont fait embarquer en garde à vue, ou encore les lycéens. Il y a eu des lycées qui ont été réprimés, des universités qui ont été débloquées par la police. Donc on voit qu'il y a un gouvernement qui a pas envie de laisser cette contestation s'exprimer. Donc ce qui est en train je pense, d'arriver dans la tête aussi de mes collègues à la SNCF, des cheminots, mais je pense de tout un tas d'autres secteurs, c'est comment on va faire pour passer à la vitesse supérieure. Comment on va faire pour ne pas se contenter des journées de 24 heures, parce qu'on ne va pas se mentir, et c'est très bien, là, les journées ont été massives, mais là, il va falloir qu'on voit qu'est-ce qu'on va faire par la suite, quel est le plan de bataille qu'on va mettre sur la table.
Et ça, pour moi, c'est ça qui explique en partie. C'est-à-dire qu'on ne va pas s'amuser. Enfin, je veux dire, quand on est père de famille, mère de famille, quand on a des loyers à payer, quand on a l'inflation, quand il y a aussi la question des salaires, on ne va pas s'amuser à faire des grèves par 24 heures ici et là, etc. Il y a la question de la caisse de grève qui est une question fondamentale. Mais à mon avis, voilà, ça pose réellement la question de quel plan de bataille on va mettre, comment on va faire pour passer à la vitesse supérieure. C'est ce qui est une évidence aujourd'hui, c'est que les journées de 24 heures, combien même elles soient massives, combien même elles soient réussies, elles ne vont pas réussir à faire reculer le gouvernement. Et c'est de ça, j'ai l'impression, dont les cheminots et les autres secteurs ont envie de discuter aujourd'hui. C'est la question que j'allais vous poser, justement. Quelle est la stratégie pour la suite, en tout cas celle que vous adoptez au sein de la SNCF? Déjà, pour revenir aux chiffres, est-ce que vous les confirmez ou Oui, c'est à peu près les chiffres. Après, on a un petit souci que la direction nationale de la SNCF refuse de nous donner les chiffres officiels de grève. Donc, c'est toujours des chiffres qu'on a par moyen détourné, on va dire. Et après, ça dépend beaucoup des secteurs. Je sais que chez les conducteurs, par exemple, de train, y compris les plans de transport, ils ont été quand même assez perturbés aujourd'hui. Donc, il y a un chiffre de grève qui est plus élevé. Moi, par exemple, dans mon propre secteur au Bourget, on est aussi sur une grève locale depuis le 21 novembre. Donc, les chiffres de grève aujourd'hui et demain, donc c'est un secteur qui est soumis à la déclaration d'intention de grève. Donc, on peut savoir déjà en local quels sont les chiffres de grève. On est quasiment à 100% de grévistes sur les aiguilleurs du Bourget, en tout cas. Donc, voilà. Donc, ça dépend après des secteurs. Mais oui, globalement, c'est un peu ça les chiffres qu'on a, en tout cas, qu'on a eu en off concernant la SNCF. D'accord, donc le mouvement est loin de s'essouffler. Est-ce que les vacances scolaires expliquent la baisse de ces taux-là, selon vous? Moi, je pense qu'il y a la question, il y a une nouvelle séquence qui s'ouvre cette semaine avec la question parlementaire, aussi les vacances scolaires qui arrivent, qui commencent à arriver. Donc, probablement, ça joue, ça rentre aussi dans l'explication de ces chiffres-là, mais je pense que l'élément central, c'est ce que je disais, c'est-à-dire qu'on arrive à la fin d'une première séquence où on a fait un certain nombre de démonstrations sur la massivité, etc., sur le rejet total de cette contre-réforme, et qu'aujourd'hui, il commence à se poser la question de comment on va passer à la vitesse supérieure. Et pour en venir un peu et mettre un peu les pieds dans le plat sur cette question qui est une question fondamentale, évidemment qu'il y a deux choses, à mon avis, qui sont importantes. On va devoir commencer à se poser la question de la grève reconductible. Ça, c'est une question fondamentale. Je pense que dans les secteurs comme à la SNCF, à la RATP, chez les raffineurs, à l'énergie, etc., c'est des secteurs qui ont l'habitude, entre guillemets. Mais ce qui est intéressant dans la mobilisation qu'on est en train de vivre aujourd'hui, c'est qu'elle est massive dans tout un tas de secteurs qui n'ont pas cette habitude-là de se mettre en grève reconductible, etc. Et donc, il va falloir commencer à voir comment on s'en donne les moyens pour que ces secteurs-là aussi puissent rentrer dans la bataille. Parce que c'est pas que la question des retraites, c'est aussi la question des salaires, c'est les conditions de travail, c'est un ras-le-bol généralisé. Et donc, faut voir comment on les aide aussi. Nous, par exemple, avec les cheminots, on a fait, dans la manifestation du 31 janvier, on a fait des caisses de grève dans la manif pour pouvoir aider les travailleurs de Honnête, du nettoyage, à couvrir les pertes financières qu'ils avaient eues ce jour-là, parce qu'ils étaient à quasiment 100% de grévistes, et ils sont venus massivement en Assemblée Générale et en manif avec nous. Donc on a voulu aussi faire cette démonstration-là. Comment les secteurs, entre guillemets, qui ont plus l'habitude de se mettre en grève, qui ont plus les moyens, entre guillemets, peut-être de se mettre en grève, comment ils peuvent aussi jouer un rôle pour aller chercher les secteurs, les sous-traitants, etc., les secteurs, les plus petits salaires, les plus bas salaires, etc., qui sont des secteurs, il y a beaucoup de problèmes de précarité. L'inflation, elle touche énormément l'ensemble des secteurs du monde du travail. Donc, évidemment que cette question-là, elle est cruciale. Et aussi de comment, à mon avis, une autre question qui rentre en ligne de compte et qu'il faut avoir à l'esprit, c'est comment on élargit justement les revendications. Comment on ne se centre pas qu'uniquement, contrairement à ce qu'on peut entendre de la part de l'intersyndicale, notamment Laurent Berger de la CFDT qui insiste, on dirait que c'est vraiment, il veut absolument pas être débordé, il veut absolument pas que les choses sortent du cadre qui est fixé et que du coup c'est que l'âge de départ ou c'est que la retraite qu'il faut mettre sur la table, alors que c'est évident, on vient de l'entendre dans tous les témoignages qu'on a vus
vu de la manifestation et c'est ce qu'on entend tous avec tous ceux qu'on discute à droite, à gauche autour de nous et on voit bien que c'est pas que ça. Et donc la manière aussi de donner confiance à tous ces secteurs, qui soient les agents du nettoyage, de la logistique, etc., dans les hôpitaux, dans les écoles, etc., tous les secteurs, le commerce, etc., pour donner confiance à tous ces secteurs-là, il faut qu'on arrive à dire on va se battre pour les retraites, mais aussi pour tout un tas d'autres choses, pour les salaires, pour les conditions de travail. Juste pour finir, je prends l'exemple toujours des salariés du nettoyage des gares, qui sont mes collègues avec qui je bosse tous les jours au quotidien dans les gares et dans les postes d'aiguillage. Ils me disent, nous, de toute façon, la retraite, on sait qu'on va pas... La plupart, c'est des travailleurs immigrés, des femmes qui ont des carrières hachées, qui sont arrivées en France à 35 ans, à 50 ans, et qui s'y disent, si on doit faire les 43 annuités, vous voyez bien que déjà, ça, c'est une aberration. Ça, on devrait demander qu'il n'y ait plus d'annuités, qu'il n'y ait plus... que, je sais pas, qu'on puisse avoir un âge de départ pour tous et toutes, quelle que soit l'origine, etc., et qu'on puisse... et je pense que si on ne met pas ces questions-là sur la table, si on ne met pas les conditions de travail, les salaires, cette question aussi de comment on s'adresse aux travailleurs immigrés, issus de l'immigration, les femmes, etc., qui sont très touchés par cette réforme, mais on ne va pas réussir à les mettre dans la bataille avec nous de manière durable. Vous en appelez à une grève, on va dire, intersectionnelle. Peut-être de vous demander à ce que des mouvements, par exemple, antiracistes se joignent à ces mobilisations. Pour moi, c'est une question vitale. Ouais. Parce qu'il n'y a pas que... Enfin, je veux dire, si on arrive à gagner sur cette réforme des retraites, c'est la loi immigration aussi qui va être remise en question. C'est toutes les attaques et toute l'offensive réactionnaire de ce gouvernement qui va être mis en question. Donc, le combat antiraciste, le combat féministe, il se joue maintenant. Il se joue maintenant. Il faut qu'on soit tous ensemble et qu'on puisse mettre ça sur la table aussi et que, y compris, je dis, du côté... C'est pas juste un appel au collectif antiracistes, féministes, etc. Mais je parle aussi des syndicats. Les syndicalistes, la syndicaliste que je suis, les organisations syndicales, les directions syndicales, il faut aussi que nous, on se préoccupe de ce qui est en train de se passer vis-à-vis de ces populations-là. On ne peut pas se contenter de garder des revendications qui toucheraient uniquement les secteurs un peu plus aisés. Donc, voilà, on va parler de départ à 60 ans, 50 ans pour les métiers pénibles, etc. Les 37,5 annuités pour les programmes les plus élevés. Mais qu'est-ce qu'on fait de tous ces travailleurs-là? Donc nous aussi, on a une responsabilité. On doit mettre sur la table des revendications qui nous permettent d'entraîner largement et de faire, de dire, voilà, là, c'est le moment où il faut qu'on se batte tous. Si on perd sur les retraites, ça va être le terreau aussi pour que progressent les idées réactionnaires, le Rassemblement national et autres. Et donc, on a tout intérêt, en fait, à créer le front le plus large possible. Et je pense qu'on n'a jamais été aussi près ou aussi où on n'a jamais eu depuis très très longtemps des conditions aussi bonnes pour arriver à une victoire qui vaille la peine et qui nous permettent aussi de nous renforcer pour la suite et pour les années à venir et contre l'ensemble des attaques de ce gouvernement. Merci beaucoup, Laura Varlet. J'ai envie de terminer sur cet appel à l'unité. Je rappelle, vous êtes cheminote au Bourget, élue de Sudrail.